Bonjour Lise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire du Journal des médias aujourd'hui. Une nouvelle polémique autour de l'Eurovision, oui, encore une. Quelques infos sur la rentrée à France Télévisions. Et Laetitia Milhaud, cavalière paraplégique sur TF1, on l'a rencontrée pour Culture Média. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Des frites, vous connaissez ou pas? Je n'ai pas du tout assumé l'imitation. C'est les Tuches 3 d'Olivier Barou avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty notamment. 5 770 000 téléspectateurs, 26,8% de part d'audience. Énorme score pour les Tuches. Et d'ailleurs, quand il avait été diffusé sur Canal+, donc en crypté, il y avait déjà plus d'1 million d'abonnés qui avaient regardé. C'était déjà un gros score à l'époque. Deuxième, France 2 avec le film Yao, avec Omar Sy notamment, 3 100 000 téléspectateurs, 14,2% de part d'audience. Et puis troisième place pour M6, Zone Interdite proposait un magazine exceptionnel, Les Bleus à cœur ouvert. Il suivait 4 footballeurs. Score un peu décevant, 1 770 000 téléspectateurs, seulement 8,6% de part d'audience. C'est décevant pour un reportage avec de tels accès inédits. Et ce week-end, samedi soir, parce qu'on est lundi, donc il y a les audiences du week-end. Exactement, c'est le téléfilm de France 3 qui est arrivé en tête des audiences. 5 250 000 téléspectateurs devant Mortel Calanque, largement leader devant TF1 qui élisait la chanson de l'année en direct depuis le château de Chambord. 3 480 000 téléspectateurs ont regardé ce spectacle musical présenté par Nikos Aliagas. Et puis très bon score pour le lancement du nouveau jeu de Nagui sur France 2, le Club des Invincibles, 2 650 000 téléspectateurs. Voilà pour le top 3 de samedi soir. Et alors vendredi soir maintenant? C'était la finale de Koh-Lanta, 5 720 000 téléspectateurs. Bouchez-vous les oreilles si vous voulez regarder en replay que vous n'avez pas encore vu. Bonne idée. C'était la victoire de, attention, bouchez-vous les oreilles, de Maxine. Et donc en fait on avait la gagnante qui était en studio avec nous vendredi et on ne le savait pas. Non. Bon score. Elle non plus. Mais non, Alexia non plus. Exactement. Bon score mais moins bon que la précédente finale en décembre 2020, 600 000 téléspectateurs de moins. Deuxième place, très bonne deuxième place pour la série Astrid et Raphaël sur France 2, 5 millions de téléspectateurs, c'est en hausse par rapport à la semaine dernière. Alors face à la finale d'un programme aussi populaire que Koh-Lanta, c'est une très belle performance. Et puis M6, troisième, se maintient autour d'1 700 000 téléspectateurs environ devant la série Boule. Culture Média. Le journal des médias maintenant, Louise, avec à la une ce matin une nouvelle polémique autour de l'Eurovision. Oui, elle concerne encore une fois le groupe italien Maneskin. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, petit résumé des épisodes précédents. Il s'agit des vainqueurs dont un des membres, le chanteur Damiano David, avait été soupçonné un temps d'avoir consommé de la cocaïne en direct à la télévision lors du concours. Soupçon finalement écarté grâce à un test de dépistage de drogue négatif. Cette fois-ci, plus question de drogue, mais d'une accusation de plagiat par un groupe de rock néerlandais, les Vendetta, de Vendettas en anglais. Le chanteur Joris Linssen trouve que la chanson gagnante de l'Eurovision ressemble un peu trop à l'une des leurs. On vous laisse juger. Voici la chanson des Vendetta, You Want It, You've Got It. Et puis voici celle des Italiens, celle qui a donc gagné l'Eurovision cette année, Zitti e Buoni. Je vois votre regard qui a quand même tiqué. C'est le riff, un riff qui ressemble beaucoup. Ouais, en même temps, il y a 3 notes, donc on finit toujours par se ressembler quand on fait 3 notes. Le chanteur des Vendetta a reconnu que les Italiens Maneskin n'étaient pas nés. En plus, quand la chanson était sortie, c'était en 94. Plagiat ou non, un joli coup de pub pour ce groupe néerlandais dont on n'avait jamais entendu parler avant cette histoire. Un duo tout à fait autre chose, un duo à la tête d'On est en direct à la rentrée. Oui, Laurent Ruquier ne sera plus seul le samedi soir à partir de septembre, mais accompagné de Léa Salamé, qu'il connaît bien, puisque la journaliste était chroniqueuse dans son émission On n'est pas couché pendant 2 ans. Et d'après Télérama, France 2 souhaite en fait donner une touche plus comprendre actualité à l'émission. Plus d'actualité, plus de politique à l'approche des élections présidentielles. Rien de très étonnant. Et Léa Salamé continuera par ailleurs de co-présenter l'émission politique Vous avez la parole avec Thomas Soto, toujours sur France 2. France Télévisions toujours. François Bunel sera bien présent sur les antennes du groupe à la rentrée. Oui, c'est ce qu'il a confié au magazine Téléstar paru ce matin. La grande librairie est renouvelée pour une 14e saison sur France 5, de quoi plaire aux fidèles téléspectateurs, mais aussi aux maisons d'édition, car on vous le disait il y a pas très longtemps, l'émission est celle qui a le plus d'influence sur la vente des livres. C'est ce qu'avait révélé un sondage récent de Livre Hebdo. Et autre programme de François Bunel qui reviendra à la rentrée, après la grande, la petite librairie, c'est ce format court créé pendant le confinement. L'animateur y conseille un livre tous les jours après le JT de 13h
20h sur France 2 et avant le 19-20 de France 3. Le focus programme du jour, c'est le téléfilm diffusé ce soir sur TF1, Lié pour la vie. C'est l'adaptation du roman du même nom de Laetitia Milo. Cette actrice bien connue des téléspectateurs, elle s'est fait connaître dans le rôle de Mélanie dans Plus belle la vie et depuis elle tourne dans de nombreuses fictions pour la télévision, dont celle-ci puisqu'elle incarne le rôle principal, Lucie. Lucie, c'est une jeune femme championne de cheval qui se retrouve paraplégique après un grave accident de moto renversée par un chauffard qui a pris la fuite. Elle doit donc réapprendre à monter à cheval avec son handicap et tombe amoureuse d'un homme rencontré à l'hôpital, Marc. Mais cet homme est en fait le chauffard qui l'a renversé. Évidemment, elle l'ignore. Voilà, une adaptation fidèle au roman, car Laetitia Milo ne s'est pas contentée d'incarner le premier rôle. Elle a gardé un œil très attentif sur le scénario, c'est ce qu'elle nous a raconté. Le scénario a été travaillé pendant 2 ans, même plus de 2 ans. En fait, il y a plusieurs auteurs qui sont passés sur le scénario. TF1 a dit, si ça plaît pas à la prod et à Laetitia, on n'y va pas. On voulait vraiment être dans la même direction que le livre. Alors certes, 400 pages, ça se résume pas en 90 minutes, donc il faut faire des sacrifices. Mais on avait opté pour l'histoire d'amour, avant tout, le handicap, bien entendu, la résilience, et garder cette fusion que peut avoir le cavalier avec son cheval. Et ça, en fait, c'était des choses auxquelles on tenait. La fusion du cavalier avec son cheval, mais encore faut-il savoir monter à cheval et ça n'était pas le cas de Laetitia Milo. Mais hors de question de faire appel à une doublure, alors elle a dû apprendre, se préparer physiquement en 1 mois seulement, mais 1 mois très intensif. Au début, vraiment, j'étais dépitée. Je me suis dit, mais je vais me faire doubler tout le temps, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible parce que j'ai cru que je pouvais être cavalière comme ça en claquant du doigt, mais non, on peut pas être cavalière comme ça. Enfin, c'est normal, c'est un métier. Et en plus, après, donc, faut montrer dans un premier temps que je suis une cavalière. Et en plus, il faut montrer dans un deuxième temps que je peux monter non valide sur le cheval. Et alors là, déjà, je ne savais pas diriger un cheval déjà avec mes jambes, mes pieds et mes bras. Alors vous pensez bien que diriger un cheval sans les jambes, sans l'usage des jambes, c'est plus qu'un challenge en fait. Voilà Laetitia Milo pour Culture Média qui a finalement réussi à jouer toutes ces scènes elle-même. C'est à découvrir ce soir dans le téléfilm Lié pour la vie, adaptation de son roman. C'est à 21h05 sur TF1. Et pour finir ce journal, 2 actus médias internationales. Ça y est, Twitter lance son offre payante au Canada et en Australie pour commencer. Pour 2,50 € par mois, les utilisateurs auront accès à des fonctionnalités supplémentaires, des signets pour ranger les tweets par catégorie, un mode lecture plus confortable d'après Twitter et puis surtout un bouton réclamé depuis longtemps par les utilisateurs, un bouton pour annuler l'envoi de son tweet et le modifier. L'entreprise affirme que le Twitter gratuit n'est pas pour autant voué à disparaître. Et puis aux États-Unis, le gouvernement a annoncé qu'il ne chercherait plus à obtenir les sources d'information des journalistes, une pratique courante et ancienne d'après Washington, mais désormais jugée non conforme avec l'orientation politique du président. Une annonce qui intervient après des révélations du New York Times la semaine dernière sur une bataille juridique pour obtenir des emails de 4 des journalistes du quotidien dans le but d'identifier leurs sources d'après le journal. Et quelques semaines plus tôt, CNN avait également dénoncé des pratiques de Donald Trump. Il aurait obtenu des enregistrements téléphoniques et des mails d'un de leurs correspondants. Merci beaucoup Louise Bernard. On vous retrouve demain avec Antoine Janton, son retour également pour un nouveau journal des médias. À demain.